Bonjour, bonsoir les Voyez Players et bienvenue pour cet épisode numéro 15 du 19e trou. On approche de la fin d'année, on approche des fêtes de Noël, mais avec Pierre, on est toujours là parce qu'il y a toujours du golf à la télé. Et avant tout, Pierre, on est encore une fois dans un setup un peu différent, mais comment vas-tu? Comment se passe cette belle semaine au ski? Écoute, vous pouvez certainement voir un petit peu mon backdrop. Aujourd'hui, il neige, ça fait du bien. Ça va être cool pour aller skier cet après-midi. Ça fait plaisir. La petite semaine en famille, voilà, on s'adapte pour faire nos calls chacun dans le salon pour pas se déranger. Donc c'est top. Et ben non, et comme tu le dis, enfin moi je vais très bien. Et on a eu un gros week-end de golf quand même qui nous a fait bien plaisir. Donc j'ai hâte de discuter. Bah exactement, hein, on a un peu tremblé, on était devant notre télé, on va en parler. Il y avait deux tournois, un qui comptait vraiment, qui était assez compétitif, et un qui était plus un tournoi d'exhibition, mais très sympa à regarder parce qu'il y avait du gros niveau de jeu. Voilà, donc on va parler de Mhm. l'Afrasia Open qui avait lieu sur le DP World Tour. On va parler de nos Français qui étaient en folie cette semaine, et on va parler du PNC Championship, le tournoi de double sur le Tour américain avec l'équipe phare Tiger Woods et son fils Charlie Woods. Donc voilà. Et les Ouais. dernières petites news, les dernières petites actus. Écoute, Pierre, sans plus attendre, je te propose qu'on commence un peu avec l'Afrasia Open. Qu'est-ce que tu as pensé de cette Afrasia Open et qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sorti le champagne. J'ai sorti le champagne pour Antoine, qui voilà ouvre le compteur de nos Bleus cette année en 2023, qui s'est fait arroser de champagne après sa victoire, d'eau aussi, mais voilà, on l'a eu, on y avait cru la semaine dernière un petit peu avec Monsieur Sordet. Maintenant, bah, c'est Monsieur Rosner, il a dit bah écoute, moi je m'occupe de tout, je me fais une petite victoire un petit peu. Où il a été dans allez, top 5, top 10 toute la semaine. Il avait deux coups d'avance sur un autre Français avant le dernier tour et il finit par gagner avec 5 coups d'avance, il me semble. Donc voilà, il avait déjà perdu en playoff en 2019, il y a 2 ans. Donc il a l'air de bien aimer l'île Maurice. Et non, et c'était cool. Et sa petite interview après, tu le sens hyper content, enfin beaucoup d'émotions, disant c'est voilà, c'est dur de gagner, quel que soit le tournoi, c'est dur. Et donc il a l'air de, enfin voilà, il a super bien joué. Enfin, enfin, il a fait une super dernière partie en plus. Enfin, il s'excite un moment pour vraiment prendre le large au leaderboard là, à la fin de l'allée. Mais il nous a fait une partie de rêve, quoi. Une masterclass. Bah écoute, oui, complètement. Il a été là un petit peu depuis le début de la semaine. Il était dans le leaderboard, dans le top 10. Il a été vraiment, comme tu l'as dit, il avait déjà perdu en playoff contre Rasmus Højgaard en 2019. Là, il fait vraiment une semaine complète. Et en fait, on va dire que je critique souvent les Français, mais parce qu'ils font rarement des semaines complètes alors qu'ils ont le niveau de jeu, si tu vois. Donc là, il a commencé 70-64. Et on peut se dire, week-end français, il va nous faire dans le par plus un, il va finir 10e, 15e. Non, là, il est allé au bout des choses. Il a fait -4, -5. Alors, c'est pas possible de le faire toutes les semaines. Évidemment, je le comprends. Je joue au golf et je sais bien que d'une semaine sur l'autre, tout peut changer. Mais voilà, il est allé au bout des choses et c'était vraiment incroyable. Enfin, il n'y a pas eu trop de suspense, c'est vrai, parce qu'il a pris rapidement, comme tu l'as dit, des coups d'avance. Mais il a joué magnifiquement bien, même quand il se mettait dans des positions délicates. Il sortait le bon chip. Quand il sortait pas le bon chip, il sortait le bon putt. Une semaine complète d'Antoine, première victoire en 2023, et ça fait très plaisir. Et j'espère qu'il va pouvoir atteindre ses objectifs. Il l'a dit, essayer de jouer les gros tournois, essayer de choper une carte sur le PGA Tour, après essayer d'aller chercher le top 50 mondial. Il est conquérant, vraiment, j'aime beaucoup ça. Et il joue superbement bien, et c'était un vrai plaisir à voir ce week-end. Ouais, non, et enfin, en plus, c'est un gars super qui, enfin, tu vois, qui est encore hyper, comment, intégré à la boulie, où enfin, tu vois, il fait des journées un peu avec les jeunes. Donc, vraiment un super, en plus, ambassadeur de notre golf français. Donc, ça fait, enfin, trop plaisir, de le voir à ce niveau-là. Et en plus, on n'a pas, enfin, bon, là, c'est presque un chapitre franchise pour commencer, parce que on a eu, Julien Brun, qui était lui deuxième avant le dernier tour, qui malheureusement fait un petit 72 pour finir troisième. Bon, hein, une troisième place, hein, on va le féliciter aussi. Et on a Jong Won-ko qui monte lui du Challenge Tour, bah, qui se fait un petit top 5 aussi. Donc vraiment, enfin voilà, on n'était pas en reste. On avait du français qui arrivait partout sur l'écran, quoi qu'il arrive. Donc ça faisait plaisir, vraiment plaisir à voir.
Ouais, non, je suis d'accord. Donc, on va parler des Français, mais c'est vrai qu'on peut mélanger les deux segments un peu pour une fois, parce que Ouais. c'est tellement rare d'avoir autant de Français si bien placés qu'on est un peu euphoriques tous les deux. Je suis assez d'accord avec toi. Mais donc voilà, donc Rosner qui gagne à moins 19 total, avec 70, 64, 68, 67, devant l'Espagnol Garcia Heredia, avec moins 14, donc 5 coups d'avance, tu l'as dit. 68, 66, 73, 67. Le 73 du samedi, il pourrait quasiment avoir la nationalité française, parce que c'est typiquement ce que refait nos Français d'habitude. Et T'arrives tu quand même l'as à glisser tes petits tacles français quand même, hein. Tu y arrives, hein, même exactement. sur les bonnes semaines, hein. Exactement, il faut toujours être un petit peu, il faut toujours avoir les pieds sur terre. Et troisième place, Julien Bien, tu l'as mentionné, qui lui nous fait une semaine française, Mhm. 69, 68, 67. Tu te dis qu'il va ressortir un score un petit peu dans ces eaux-là, ça aurait pas à chercher la gagne, mais ça aurait été bien. Et il finit avec un 72, dommage, mais bon. Troisième, il prend 125 points à la Race to Dubai, ça fait toujours du bien en début de saison de tout de Ah suite bah, prendre pas mal de points. Et trois joueurs à ex-aequo à la quatrième place, le Suédois Förstrom à moins 11, Jong Wonko, comme tu l'as dit, et Dylan Oesterheld. Donc voilà. Et après, d'autres joueurs un petit peu que on vous mettra peut-être la vignette ouais, un petit un peu peu pour que moins vous puissiez connu, voir ouais. ça. Mais un peu moins connu. On va pas non plus y passer des heures sur ces personnes-là. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a quand même 5 Français dans le top 15. Et ça, Non c'est mais moi qui vais le dire parce que j'ai du mal à le dire. Souvent, je critique plus que je n'applaudis et je souligne ces belles performances. Mais 5 Français dans le top 15, c'était peut-être pas le plus gros tournoi, mais ça fait plaisir. on, on avait 11 Français, les 11 ont passé le cut, bon avec des fortunes diverses, mais ils sont tous dans le top 50 cette semaine. Et tu l'as dit. Enfin, moi ce que j'ai trouvé marrant, c'est que enfin, t'as Antoine qui a quand même pas mal, enfin on va dire presque pété le parcours, hein, moins 19, ça fait du allez moins 5 de moyenne par jour. Et tu descendais, enfin tu restais quand même assez bien classé. Tu vois, Julien Guerrier finit à 12 coups d'Antoine. En général, tu te dis bon bah ça finit assez loin. Au final, fait top 15 aussi. On avait, bah, tu parlais d'Oyan la semaine dernière qui lui bah, a fait son premier cut. Enfin non, il avait passé le cut à l'Open de France, donc là son deuxième cut sur l'European Tour. Donc une autre bonne expérience pour lui, où il finit à moins 2. Non, on a eu, enfin franchement, trop cool de voir tous ces Français performer. Bon bah ils peuvent, le clan français peut aller se partir en vacances tranquillement maintenant. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis surtout, tu mentionnes quelque chose qui est pour moi assez important et qui, on va dire que je suis un peu enthousiaste avec ces Français cette semaine. Ils ont tous passé le cut. Ça contraste quand même Mm. énormément avec la semaine dernière où seul David Ravetto avait passé le cut. Donc là, c'est Ouais. pour ça que j'étais assez critique la semaine dernière. Là, tout le monde passe le cut. Après, il y a un week-end, on joue bien, on joue moins bien. Il y a des expériences diverses, des niveaux de jeu divers. Mais déjà, au moins, ils passent tous le cut. C'est vachement bien. Et surtout, tu l'as dit, Oyan Guilamondegui, son premier tournoi officiellement en tant que pro, quand même, passer le cut, finir dans un top 30, prendre ses premiers points à la Race to Dubai, sachant qu'il n'a pas une carte, il a pas une carte du DP World Tour complète, donc ça va être pas mal à coup d'invitation. Donc voilà, prendre des points un petit peu aussi à la Race to Dubai pour Oyan, c'est pas mal, ça lui donne de l'expérience. Ah non, ça c'est clairement là dans le grand bain sur l'European Tour, malgré voilà, Afrasia Open, c'était pas le top du top, mais voilà, en plus je pense que enfin, tu vois voir plein de Français comme ça, je pense que lui ça décuple la motivation de d'aller avec les copains jouer la gagne. Donc je sais pas trop exactement ce qu'il a comme statut pour l'année prochaine ou où est-ce qu'il va pouvoir jouer sur le Challenge Tour, non? Et enfin, je crois qu'il a officiellement une carte complète sur l'Alps Tour, mais il peut jouer tous les tournois français du Challenge Tour et il va avoir une Ok. dizaine d'invitations entre le DP World et le Challenge Tour. Ouais, bah, enfin, voilà. Il faut qu'il chope ses invites et qu'il, voilà, en fasse le maximum de chacune de ses opportunités pour, voilà, choper une carte sur Challenge Tour, j'imagine. DP World Tour, c'est un peu plus compliqué, mais bon, qui sait. Mais non, mais écoute, enfin, voilà. C'était un peu une masterclass de notre plan français cette semaine où enfin, voilà, on n'a pas arrêté de voir des petits drapeaux bleus sur le leaderboard à la télé, de les voir taper des coups, parce que ça, souvent, on n'en voit pas souvent des Français, en général, des dimanches ou des samedis à la télé. Là, on les a vus toute la journée. Donc enfin, ça fait extrêmement Bon, plaisir. Enfin voilà, pour finir l'année, enfin, on peut que, enfin, là nos attentes, enfin mes attentes sont au maximum pour l'année prochaine. Ils vont, je vais devoir être plus dur. Je vais devoir aller dans ton sens. Ils peuvent le faire. Il faut le faire plus souvent maintenant. exactement. Et moi, je donnerais une dernière petite mention spéciale à Pierre Pinault, qui pareil n'a pas une catégorie pleine sur le Deep World Tour, mais qui a réussi
il est allé s'embêter, aller faire les tournois en Australie qui doivent coûter assez cher. Il avait fait un top 10 sur son deuxième tournoi, un top 15 sur le premier. Là, il finit 11e à la Frasia, alors qu'il n'y a encore une fois pas une catégorie pleine sur le DP World. Il engrange pas mal de points en ce début de saison pour pouvoir potentiellement jouer un peu plus de tournois que prévu. Donc, très bien joué de la part de Pierre, je pense. Et il était aussi dans les tops. Après les deux premiers tours, là, après le premier tour, je crois qu'il était premier ex aequo. Et il a été dans le leaderboard très haut, quasiment en tête après le deuxième tour. Bon, il a eu un peu plus de mal sur le week-end, mais voilà, il finit 11e et je voulais signifier un peu ça quand même. Et impressionnant. Malheureusement, il fait un mauvais dernier tour. Il fait 74 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, 74. Mais je crois qu'il était à plus 7 après 9. Et il se bat comme un chien à la fin. Il a failli faire trou en 1 sur un par 4 le 14 ou le 15. Avec un bon coup d'hybride. Ouais, un genre de coup de fer ou hybride, là où il a failli faire Albatros. Donc vachement bien, en plus bien battu à la fin où tu sentais que c'était galère. Ça avait pas l'air d'être facile non plus, il y avait du vent. Mais voilà, battu jusqu'à la fin pour raccrocher un top 10, ou 11e place, donc hyper cool. Et voilà, quand il peut attaquer et quand il veut attaquer, il y va, il peut faire énormément de birdies, donc ça fait plaisir ça. C'est exactement ça. Je suis aligné avec ton analyse. S'accrocher comme ça pour aller chercher ses premiers, pas ses premiers points, mais pour aller chercher un peu plus de points au début de tournoi, sachant qu'il a pas une carte complète. Mentalement, comme on dit, il les a un peu posés sur la table et il engrange, il profite d'un bon niveau de jeu actuellement pour essayer d'aller chercher pas mal de points et peut-être essayer de jouer un petit peu plus de tournois sur le DP World sur le premier, on va dire sur les 3-4 premiers mois de la saison. Donc chapeau bas aussi à ce joueur. Je trouve que c'est un choix qui peut être un peu différent. C'était le seul en Australie à vouloir aller là-bas. Ça a payé. Il a fait top 10 et top 15. Là, il revient, il fait 11e. Voilà, il a fait un choix différent des autres et ça paye. Et honnêtement, chapeau à lui. Je voulais juste le mentionner parce que je trouvais ça pas mal. T'as entièrement raison. Et pour vous faire je vais essayer de juste vous donner ceux qu'on n'a pas mentionnés. Et on vous met la vignette, le petit leaderboard des franchises ici. Je crois qu'on n'a pas parlé de Mathieu Pavon qui finit 32e à -1, Hugo Cousseau 40e, David Ravetto 45e, tu l'as mentionné tout à l'heure d'ailleurs, Gary Stahl 45e et Joël Stalter 49e pour fermer la marche de notre clan tricolore. Exactement, une très belle semaine française, la French Touch comme on peut dire. Le French Flair. Le French Flair, exactement. Mais alors bon, il y avait un tournoi pour le DP World Tour, donc là compétitif, même si c'était pas le plus gros des tournois, mais il y avait quand même un tournoi d'exhibition, un tournoi limite qu'on a peut-être un peu plus regardé et qu'on aurait plus regardé s'il n'y avait pas eu les Français qui jouaient la gagne, le PNC, Pierre, de l'autre côté de l'Atlantique. Et oui, un petit Grand Prix en double de week-end qu'on peut jouer. Où ils étaient en Floride pour ce PNC où donc ça se joue en double, où c'est des paires familiales, on va dire. C'est souvent un très bon joueur, un très bon joueur actuel, Justin Thomas, Tiger Woods, ou des anciens, Nick Price, Lee Trevino, etc., qui jouent avec leur fils, fille. Il y avait aussi Annika Sorenstam qui jouait avec son fils. Donc c'est marrant, c'est mignon parce qu'en plus t'as quand même des petits gamins là, le Will McGee, je crois, c'est son nom, le nom du père, du mari de Sorenstam, le petit gaucher qui doit avoir, je sais pas, 9-10 ans, qui joue hyper bien, où c'est marrant de le voir suivre, il s'éclate. Mais bon, on a regardé ça quand même pour la paire Woods, où en fait, le plus blessé des deux, c'était Charlie cette semaine. Et donc c'est quand même pas peu dire. Sur leur état de forme en ce moment, où je crois qu'il a mal à une cheville, je crois que c'est rien de très grave, où il s'est fait mal, ça. J'ai envie de dire en jouant au soccer, en regardant la Coupe du Monde, mais je suis pas sûr qu'il joue au soccer, Charlie. Mais voilà, mais c'était hyper marrant à regarder. Je sais pas si toi, qu'est-ce que t'as vu de sympa, ça blague, ça trash talk un peu, et c'est mignon, quoi. Bah ouais, déjà moi, et c'est sûr, il y a beaucoup de trash talk, c'est assez marrant, notamment dans les interviews, quand on entend Charlie dire ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon père jouer aussi bien le premier jour, et que son père lui répond oui, il fut un temps où j'étais pas si mauvais que ça. C'est assez marrant, c'est mignon, ça fait rire pas mal de monde. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le samedi, Tiger, il jouait vraiment super bien. Il avait beaucoup de vitesse de balle, il tapait il tapait les balles exactement qu'il voulait, et surtout même si c'est plus simple entre guillemets pour lui, mais genre ce qui m'a impressionné, c'est genre ses coups entre 50 et 80 mètres où il met un spin énorme, où il arrête la balle dans tous les sens, un toucher. On sent qu'il a retrouvé son toucher, et ça a vraiment confirmé ce qu'il disait, je peux taper tous les coups que je veux, quoi.
Et sur ses shots, en plus, je trouve, il a un panel de types de coups différents. Tu le vois de temps en temps faire des petits 50 mètres avec un swing très coulé où il va la mettre un peu plus en l'air. Il y en a où il va l'accélérer un peu plus juste à l'impact pour lui mettre le spin et sur un drapeau caché. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Et c'est vrai, tu parlais de la vitesse de club. C'est quand même, je trouve, enfin, pour moi, l'un des indicateurs qui dit que là, il swing bien. Et enfin, avec le physique qu'il a, bon, là, pour l'instant, il faut qu'il gère encore savoir comment marcher. Mais niveau du swing, tu sens que ça va dans la bonne direction parce qu'il swing avec les vitesses de JT. Il tape pratiquement aussi fort que JT, ou c'est même, enfin, Thomas qui l'a dit. Donc voilà, moi, c'est que des bons indicateurs sur son niveau de jeu et en plus physique. Maintenant, il faut qu'il gère ses pieds et qu'il arrive à marcher 18 trous et on pourrait avoir des petites apparitions du Tigre l'année prochaine qui pourraient être intéressantes. Je suis complètement, encore une fois, aligné avec ce que tu viens de dire. C'est, voilà, on sait qu'il est capable de taper la balle comme à pas loin de sa plus grande époque, ou en tout cas du même niveau et dans le même ordre de grandeur, que ce soit d'un point de vue vitesse ou puissance ou souplesse que les meilleurs joueurs du tour et les meilleurs joueurs du monde actuellement. Maintenant, voilà, c'est des tournois un petit peu d'exhibition pour retrouver un peu de sensation, un peu de compétition. Mais le Tiger, ce qu'il veut, c'est aller chercher des majeurs. Il a encore quelques mois avant d'avoir le premier majeur à Augusta en avril. Voilà, il va soigner son pied. Maintenant, le vrai problème est plutôt de marcher et tenir 4 tours plutôt. Et j'ai envie de dire que c'est d'un côté c'est plus facile parce que quand t'as pas ton jeu, t'as pas envie de te lancer sur un tournoi majeur si t'as pas ton jeu. Lui, le jeu il a. Maintenant, ça peut être aussi plus frustrant parce que c'est juste une douleur de pied, c'est juste marcher sur le parcours qui devient dur. Ouais. Mais s'il prend soin de son pied pendant les 3-4 prochains mois, je pense qu'on peut avoir un Tiger très très compétitif sur les majeurs. On sait qu'Augusta, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est un parcours qui est très vallonné, où tu joues tout le temps les pieds en pente. Quand tu marches, c'est assez dur, ça monte, ça descend, t'es un peu de travers, donc c'est assez compliqué et c'est surtout ce qui peut lui faire mal aux pieds. Mais on a quand même envie qu'il soit compétitif pour ses majeurs et on a envie qu'il aille chercher le record, quoi. Il a le niveau de jeu, il peut aller le chercher, donc voilà. Le Masters est une super, objectif timeline parce que c'est vrai que c'est énorme, c'est beaucoup de dénivelé. À la télé, n'y étant jamais allé, on peut pas savoir comment, enfin, c'est visuellement là-bas, mais c'est vrai que la télé écrase et c'est un parcours hyper, ondulé avec beaucoup de dénivelé, donc plutôt dur sur le physique par rapport à d'autres. Mais donc voilà, hein, Tiger met les pieds dans la glace, laisse-les reposer un peu, on fait ce qu'il faut et on espère te voir en pleine forme l'année prochaine. Exactement. Et bon, juste pour vous refaire un petit peu du coup on va dire le top 5 un peu de ce PNC Championship, parce qu'on a quand même pas mentionné qui avait gagné. Donc c'est les Vijay Singh et son fils Kas Singh qui ont gagné à moins 26 avec 2 belles cartes de 59, donc un très beau tournoi. Les tenants du titre, les John Daly et John de Second Daly qui finissent à moins 24 avec 61 et 59, donc encore un très beau tournoi. Ils se sont battus corps et âme pour garder leur titre. La team Thomas, avec Justin Thomas et son père, qui finit aussi à égalité à moins 24 avec 57 le premier jour, quand même, moins 15, incroyable, et 63 le deuxième jour, devant la paire Harrington et la paire Kuchar, Korda, Langer, Mohara, Spieth et Woods qui finissent 8e à moins 20 avec un moins 13 le premier jour, quand même, très belle carte, mais un dimanche un peu plus compliqué à moins 7 avec 2 bogeys. Ouais. Donc c'est vrai que bon, en scramble de bogey, ça fait toujours mal, surtout quand on a la lourde tâche de s'appeler Woods en nom de famille. Mais bon, voilà. Donc pour vous faire un petit peu le leaderboard, c'était un petit peu ce qui s'est passé au PNC cette semaine. Après, je sais pas si tu as vu, il y a John Daly qui prend un peu des routines de avant partie, il s'inspire des bogey players, je pense. J'ai l'impression que en fait, il arrivait, il me disait non, peut-être un peu avant pour peut-être boire une bière, qui sait, ça m'étonnerait pas. Mais zéro pote, zéro chip, zéro balle tapée au practice, direct au départ et pan. John Daly naturel comme ça, toujours drôle. Après, est-ce qu'il y avait d'autres trucs marrants que j'ai vus du PNC? Pas grand-chose. T'avais d'autres des anecdotes un peu ou des petits. Bon, sur le PNC, pas particulièrement. J'avoue que je me suis pas mal focalisé sur la paire Woods, moi, le Tiger qui rentre des chips de partout, Charlie qui. Il y avait que à la télé, hein. Enfin, voilà. Pour avoir regardé un petit peu, ouais, il y avait que à la télé. Hein. Exactement, on voyait que, et puis c'est vrai que c'est vrai que c'était assez marrant. Enfin, c'était marrant de se dire que c'est Tiger qui annonce qu'il peut pas, qui a du mal à marcher, qui peut pas tenir 18 trous, mais c'était Charlie qui boitait, donc c'était assez cocasse. Mais qu'est-ce qui swing bien? Qu'est-ce qui swing bien, Charlie, malgré le fait qu'il avait une cheville
en carton et qui swingait à moitié. Oh là là, c'est un truc assez dingue. Enfin, swinguer à moitié, je l'ai vu taper certains drives. Alors, si ça c'est la Oui, moitié, non. Non, et je pense que un peu d'adrénaline fait qu'il avait un petit peu moins. Mais c'est toujours les mêmes mimiques. Là, t'as encore des vidéos. Son recoil de temps en temps que j'aime bien faire aussi quand je swing en dehors de mes chaussures comme ça là où il me fait trop rire quand il fait ça. Et après quand tu les vois là lever le putter en même temps, serrer le poing en même temps. Enfin c'est quand même dingue et choquant quoi. ouais. Non, mais c'était sympa à regarder, c'était assez intéressant. Bon, c'était un peu tout pour ce PNC. Est-ce que tu avais quelques C'est- news et quelques actus, Pierre, un peu là cette semaine qui nous ont fait un peu croustiller? Il y a une vidéo marrante, une pub de Taylor, enfin une vidéo pour nous souhaiter joyeux Noël, où tu as la majorité des ambassadeurs Taylor, donc Tiger en chef d'orchestre, Rory, Fleetwood, Morikawa, Scheffler, il me semble, qui sont dans la chorale à chanter Merry Christmas. C'est assez marrant, un peu, euh, enfin allez, scénarisé en plus. T'as Rory qui essaye de trouver comment les paroles dans son bouquin comme ça alors que les autres chantent. T'as Fleetwood avec son petit chapeau un peu enfin son top hat comme ça donc qui a une gueule folle. Enfin c'est voilà, c'était le petit truc marrant que j'ai vu cette semaine passer sur Twitter. Mais enfin sinon il y a pas eu de grosses news. Je crois qu'il y a un des enfin des executive leave qui s'est cassé, enfin qui a démissionné. Mais sinon rien de nouveau. Il y a Moi, j'ai si. juste vu quelque chose que tu as retweeté hier un petit peu là sur le Masters, qui apparemment qui dirait que du coup les joueurs du livre pourront jouer le Oui. Masters s'ils sont dans le top 50. Enfin, à vérifier exactement, il faut que ce soit dans le top 50 mondial ou je ne sais quoi. Il y Alors en aurait une dizaine de joueurs du livre. ju- Voilà. justement, je regardais, enfin parce qu'avec cette annonce, je me suis dit tiens, je suis pas sûr des critères d'entrée au Masters. Donc il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a vainqueur du Masters est invité, évidemment. Tu as les vainqueurs des autres majeurs, tu as les top 3 des autres majeurs de l'année, je crois d'ailleurs, qui sont là. Tu as top 30 de la FedEx. Bon, ça inclut pas de joueurs du livre, il me semble, parce qu'ils étaient tous partis à ce moment-là. Et donc, au final, je pense que t'as une dizaine de joueurs du livre qui seront invités l'année prochaine. Mais ça pourrait risquer de devenir de plus en plus compliqué pour eux de rentrer, parce que le top 50 est aussi un objectif. Et après, le Masters a des invitations pour des joueurs internationaux qui disent, tiens, ils devraient jouer le Masters, ils le méritent. Donc, à leur discrétion. Donc, on pourrait voir un petit... Bah, Les joueurs du livre seront là. les gros du livre, à mon avis, seront là. Dustin Johnson, Cameron Smith, Phil Mickelson, Sergio Garcia. Ouais, Ils sont soit des anciens vainqueurs, soit des anciens vainqueurs de majeurs, soit ils ont déjà fait top 3, enfin pas exactement. forcément cette année. Donc les gros, on va dire les gros sont là. On verra peut-être pas de Pérez, mais sinon les gros du livre, les gros du livre seront là. Ouais, exactement. Donc, enfin, ce qui est pas plus mal, hein. Après, Charles Schwartzel. il va falloir qu'ils gèrent leurs histoires de world ranking pour, enfin, voilà. Je pense qu'on peut pas rester comme ça avec un livre qui n'est pas indexé ou qui ne reçoit pas de points pour le world ranking indéfiniment. Il faudra bien que quelque chose change à un moment, donc on verra. Mais non, écoute, c'était une annonce enfin, qui m'a pas surprise parce que le Masters veut les meilleurs joueurs possibles. Et ils veulent pas se rentrer dans cette polémique-là de interdire les joueurs du livre de venir jouer. Et maintenant que tu m'as rappelé cette news, j'en ai une autre, bon, un petit peu moins, avec un impact, mais en gros, maintenant les joueurs du Korn Ferry Tour, donc le Challenge Tour américain, euh, les points qu'ils pourraient gagner sur les majeurs vont enfin être comptés dans leurs points du Korn Ferry Tour, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, une petite news un peu plus obscure, mais qui est quand même assez importante pour ces joueurs. Typiquement Paul Barjon qui va rejouer l'année prochaine sur le Corn Ferry. S'il va jouer, s'il se qualifie pour un majeur et qu'il joue bien, eh ben ça sera un paquet de points pour potentiellement atteindre la carte sur le PGA Tour l'année prochaine. Non mais c'est bien. Enfin, et d'ailleurs, il faudrait que c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que c'est pareil. Moi, je trouve ça toujours un peu bizarre quand tu es invité sur un tournoi du DP World Tour par exemple et que tu marques des points uniquement sur le classement du DP World Tour mais pas sur le Ouais. classement du Challenge Tour. Enfin, t'es quand même sur la division supérieure, ça devrait peut-être te rapporter quand même quelques points et pas te plomber ta saison
si tu es invité à 4 tournois du DP World Tour et que t'es marqué pendant 4 tournois, tu peux pas marquer de points sur ton classement, entre guillemets, sur ton tour officiel, je trouve ça aussi un peu salaud, quand même, si je peux me permettre, parce que tu es en train de te tirer une balle en essayant d'aller chercher des points sur un tournoi plus gros, mais en même temps, ça te rapporte pas de points sur ton tour classique, alors que officiellement, c'est quand même un tour qui est plus dur. Je trouve ça un peu... Ça pourrait être un débat assez long, et je suis assez d'accord où il faudrait qu'il y ait un moyen de donner des points à des joueurs qui vont jouer sur l'Open Tour. Après, tous les points qui gagnent sur le DP World Tour, si on les ajoutait au Challenge Tour, bah, ils s'envoleraient parce qu'ils prendraient 10 fois plus de points. Donc, il y aurait certainement un peu, enfin, moi, je verrais la façon de le faire un petit peu un micmac un barème, tiens, tu fais un résultat sur un tournoi de tel niveau, bon, bah, tiens, on te file ces points-là sur le Challenge Tour. Ce serait un bon sujet et un truc que je pense, tu as raison, il devrait faire le Challenge Tour. Parce que je trouve ça un peu salaud, parce que du coup, imaginons que tu as 6 invitations sur le DP World Tour et que tu dois essayer de garder ou de choper ta carte sur le DP World Tour avec 6 tournois et que tu le fais, bon, tant mieux pour toi, mais si tu échoues à aller 30-40 places, tu as quand même pris des points, mais en même temps, ça t'a rien rapporté pour le Challenge Tour. Donc c'est vrai que c'est un peu... Et on voit du coup un Clément Sordet qui a été invité potentiellement à des tournois sur le DP World Tour en fin d'année, qui n'y va pas pour assurer ses points sur le Challenge Tour. Exactement. J'allais te dire, il y a 2-3 Français là. Je sais que Pierre Pinault était venu jouer l'Open de France, alors qu'il y avait un Challenge Tour en même temps. D'autres, comme je pense Robincio, Clément et peut-être quelques autres, avaient privilégié. On reste sur le Challenge Tour parce que c'est là où on gagne des points pour l'année prochaine. Bon, c'est un débat qui peut durer longtemps. Hein. C'est juste que comme tu as lancé la bonne discussion sur le Corn Ferry, c'est vrai que ça m'a fait penser au DP World Tour et au Challenge Tour, et c'est vrai que c'est un peu... Alors, il y a sûrement des raisons pour ça, mais c'est vrai que c'était un peu délicat. Ouais. Bah écoute, c'était un bon week-end. Hein. Pour finir l'année en beauté, on est pas mal là, sur ce 19e trou. Nos franchises nous ont fait plaisir et on a hâte de voir 2023. Exactement, comme vous pouvez vous y attendre un petit peu, la semaine prochaine, c'est la semaine de Noël, il n'y a pas de tournoi sur le PGA Tour ni sur le DP World Tour, donc on n'a pas fait de petite preview un peu des tournois de la semaine prochaine. C'était le dernier 19e trou de l'année. Profitez de votre bûche de Noël, les cadeaux sous le sapin. On en aura peut-être un ou deux de cadeaux de Noël pour vous sous le sapin YouTube dans les jours et semaines qui viennent. Mais voilà, on sera de retour en 2023 avec les batteries recharge et prêts pour continuer à discuter golf ensemble. Exactement. Bah écoute, à tous les abonnés, on vous souhaite de bonnes fêtes. On vous dit à l'année prochaine. On espère que on a lancé la chaîne là ces derniers mois, donc on espère que ça vous plaît. N'hésitez toujours pas à vous abonner sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, vraiment partout. Sur TikTok aussi à nous suivre. On a pas mal de petits TikTok, de petits reels. Donc voilà. Donc abonnez-vous, donnez-nous un maximum de feedback et on va continuer à faire ça. On va continuer à diversifier notre portfolio de vidéos, si je puis dire. Et puis j'ai envie de vous dire à l'année prochaine. À l'année prochaine, et faut que ça zip. Et important, faut que ça zip. Pierre, à l'année prochaine et bon ski.